Bienvenue dans le cadre des conférences du salon de Wallonie-Moncelet. Tout le monde m'entend, hein? Ok. Alors voilà, donc Michel Walput est président de l'ASBL Violence et Mariage Forcé. L'ASBL Violence et Mariage Forcé de Mons, le siège est bien à Mons, existe depuis mai 2015 et poursuit comme objectif l'aide aux victimes, l'information au grand public et la formation des professionnels sociaux, médicaux, pédagogiques et policiers. Des animations, donc diverses animations comme celles que vous allez voir aujourd'hui, sont organisées à la demande et sur le thème des violences d'honneur dans les écoles. Peut-être un petit mot sur les violences d'honneur, Madame Walput. Oui, donc ce sont les violences qui sont perpétrées la plupart du temps sur les filles et les femmes en raison de l'honneur de la famille. Je vous donne des exemples. Elles vont avoir des violences physiques ou des violences verbales uniquement parce qu'elles veulent continuer des études, elles veulent travailler, elles veulent choisir leur compagnon de vie, elles veulent s'habiller à l'occidental. Ce sont des choses qui ne sont pas permises dans ces familles patriarcales parce que ça atteint l'honneur d'une famille. Les moyens didactiques utilisés sont divers, films, documentaires, composés de témoignages, colloques, théâtre, en fait un certain nombre de biais afin de faire, afin de faire comprendre le message. L'ASBL Mariage Forcé collabore évidemment avec l'équipe de Barbara Dullière et le spectacle qui va vous être présenté maintenant. Madame Walput, je vous passe la parole pour la présentation. Oui, Barbara va mieux parler que moi de son ASBL, mais en tout cas, on a besoin d'eux parce que les thèmes traités sont toujours des thèmes très intéressants pour nos objectifs à nous. Et ils ont déjà fait une pièce de théâtre fantastique sur le mariage forcé. Ici, nous avons pris cette lecture-spectacle pour le harcèlement parce que le harcèlement des femmes est typique dans les violences faites aux femmes et ce harcèlement est typique dans les violences liées à l'honneur et les mariages forcés. Je passe la parole à Barbara. Donc voilà, moi c'est Barbara Dullière, je travaille pour l'ASBL Faites-le Autrement. Nous sommes reconnus en éducation permanente, donc ce qui veut dire que nous travaillons avec les gens pour les gens, avec différentes thématiques, dont la violence faite aux femmes. La lecture spectacle que vous allez voir aujourd'hui, c'est des récits de vie, ce sont des vrais témoignages où on a aussi ouvert un peu plus, donc harcèlement de rue, mais harcèlement au travail, harcèlement moral, harcèlement scolaire. Donc voilà, les victimes nous ont fait l'honneur, c'est vraiment un cadeau de nous donner leur témoignage pour qu'on puisse le restituer sur scène et sensibiliser la population à ce qu'elles vivent. Voilà, merci. Mardi matin, vers 11h, je suis sortie faire des courses près de chez moi. J'y vais en voiture. C'est pas très écolo, j'en conviens. Mais je suis pressée. Je suis toujours pressée. Alors je ne marche pas, je ne cours pas, je conduis. Ça me donne l'impression d'aller plus vite. Bon, ok, c'est une excuse bidon. Je n'en disconviens pas. L'endroit est une supérette, une petite supérette. Vous savez, c'est du coin, le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Tous les regards se sont déjà croisés, certains de près, d'autres de loin, mais tous connus. Pour conduire, je porte des lunettes de soleil, opaques et grandes, comme des yeux de mouche. Avec ça sur le nez, je suis méconnaissable. Elle me cache la moitié du visage. Pourtant, sur le parking, un homme me semble me reconnaître. Il est stationné loin, loin de l'autre côté. Alors il crie pour que je me retourne et il insiste. Annick! 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 Il se trompe. Je m'appelle Lidwin. Mon physique est comment? Il a dû confondre. Puisqu'il insiste et que ses cris m'accrochent, je me tourne vers lui, ôte mes lunettes. Je ne suis pas Annick? Ben oui.
En souriant, bien entendu, oui, parce que je souris souvent. Je suis ce genre de nana. Ma grand-mère me disait... Un sourire ne coûte rien, mais produit beaucoup. C'est joli, hein? Ma grand-mère, une femme forte, formidable. Soudain, j'ai froid, sous mon gros manteau, et c'est pourtant un manteau chaud, mais court, et oui, il est chaud, mais plus j'y pense, ah oui, il est court. En entrant dans le magasin, je salue la caissière Bérangère. Salut, ça va? Elle vient de reprendre le boulot après une longue période d'arrêt médical. La revoir me fait plaisir. Et je prendrai tout à l'heure le temps d'emballer mes paquets pour échanger de nos nouvelles. Moi, je la suis. Mais je ne me rends pas tout de suite compte. Lorsque je m'en aperçois, je suis dans le rayon des légumes. Un poireau à la main. Je vais te faire goûter mon poireau. Nos regards se croisent. Je le trouve pourtant bel homme. Mais quelque chose me dérange. Son âme. Je sais pas, son attitude. Ah non, ma kinésphère. Il l'envahit. Il me colle de trop. Moi, j'ai besoin d'un mètre environ tout autour de moi pour me sentir bien et pour me sentir moi. Moi, ma kinésphère, mon espace, ma petite zone de confort et de sécurité. Moi, j'y m'y introduit. Mais je ne l'y ai pas invité. Et puis, c'est pas comme dans un transport en commun aux heures de pointe. Là, effectivement, toutes les kinésphères se mélangent parce qu'on n'a pas le choix. Et le contexte nous y oblige. Alors, on supporte comme on peut le temps de trajet les odeurs des autres et on essaie comme on peut de ne pas déranger. Mais le mardi, le matin, surtout, le magasin est presque vide. Il n'y a pas de raison qu'il m'envahisse comme ça. Je ne l'y ai pas invité, pourtant. Et puis j'ai froid. Ah oui, j'ai froid. Le rayon des légumes est à côté des frigos qui ne ferment pas hermétiquement. Une brume d'air frais artificiel s'en échappe et me donne des frissons. Non, non, pas de poireaux. Les enfants n'aiment pas les poireaux. Malgré mes tentatives pour masquer leur goût, les rendre plus doux, du beurre, du sucre, rien n'y fait. Ils n'aiment pas. De toute façon, quel enfant aime les poireaux, hein? Je sais pas. Je vais plutôt prendre, eh bien, tiens, des carottes. Ah oui, ça met tout le monde d'accord tout autour de la table. Ah oui, tu préfères quand c'est dur, hein? Toi, tu me fais bander. Bon, là, je ne peux plus le nier. Cet homme a parlé des carottes d'une manière peu ordinaire. Je vais me presser un peu. Hein. De la crème, du beurre, du pain, du fromage. Je fais jamais de liste de courses. Moi, non, je n'en fais pas. Vous en faites, vous, des listes de courses? Oui. Mais moi, non. Tout est dans ma tête. Et quand j'en fais une, de toute façon, je l'oublie. Je l'oublie à la maison. Alors, j'apprends à me faire confiance. T'es un joli petit cul. Putain, dans ton jean déjà, mais alors la nuit, ça doit être quelque chose. Tu me fais bander, là. Ok. D'ordinaire, j'ai de la répartie, enfin suffisamment pour suggérer des idées, inviter à la négociation ou apaiser une atmosphère tendue. Je suis ce genre de nana, moi. Souvent, j'utilise l'humour. Ma grand-mère me disait... L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. C'est joli, n'est-ce pas? Ma grand-mère, une femme forte, formidable. Saucisse. Je vais te baiser, ma grande. Monsieur, vous méprenez, je suis mariée, j'ai 2 magnifiques enfants. Mayonnaise? Putain, comme tu me fais bander. Écoutez, monsieur, vos propos me mettent mal à l'aise. Taisez-vous! Céréales. Où tu veux, quand tu veux, dans ma voiture. Mais je ne vous demande rien, lâchez-moi! Oh! Ah non, mais nu, ça doit être quelque chose. J'ai envie de te voir nu. J'approche la quarantaine, il y a beaucoup de plis partout. Vite, plus vite. Lait de croissance. Ah oui, je ne m'étais pas trompé, ton cul est ferme. Ne touchez pas! Ne me faites plus jamais ça! Je vous l'interdis. Je cours. Litière? Je vais te lécher la chatte. Monsieur, je suis désolée. Je suis désolée si je vous ai laissé penser que... Enfin, je suis désolée, mais non. Tout ce que je dis bien haut et bien fort dans ma tête semble l'exciter davantage. D'habitude, je sais comment fonctionner avec mon entourage. J'ai bien toujours quelque chose à dire, mais là, je sais pas, je sais plus, mes lèvres sont scellées. Je ne comprends pas. Je cours. Je crois que j'ai peur, que je suis pressée, je sais pas.
Mon caddie ne roule pas assez vite. Il ne répare jamais ces saletés de roulettes. Des trucs se coincent dedans, ça les empêche de rouler correctement. On perd un temps dingue avec ça. Et quand vont-ils enfin réparer les portes de ces frigos? Tout le magasin gèle. Et puis il manque toujours des articles dans les rayons. Ils sont payés à quoi faire, hein? Quoi faire exactement? Discuter toute la journée, voilà. Râler sur leurs conditions de travail. Commence déjà par assembler correctement et puis on verra pour ton augmentation. C'est fou. C'est fou ce que les gens croient toujours qu'ils sont le centre du monde et qu'on se soucie de leur minable petite vie. En fait, personne ne se regarde vraiment. Je cours. Bérangère! Quelque chose ne va pas? Tiens. Quel sale type! Je vais appeler le responsable du magasin pour qu'on vous ramène sur le parking. Lui, il a disparu. Ma grand-mère me disait toujours... Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Ma grand-mère, une femme forte, formidable. Qu'a-t-elle fait à ma place? Et sa grand-mère, à lui, qu'a-t-elle oublié de lui dire? Des jolies citations qui égayeraient son quotidien sans assombrir celui des autres? Du genre, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence, ou alors, se respecter les autres, c'est se respecter soi-même avant tout. Un sourire produit beaucoup. Oui, maintenant que j'y pense, je suis désolée. Je suis désolée, Bérangère. Je n'ai même pas pris de vos nouvelles. Puis j'espère pourtant que vous allez mieux et je suis contente de vous avoir revu, vraiment. Il est bientôt midi. Le soleil brille. Ses lunettes lui cachent la moitié du visage. Elle a une litière dans son coffre. Pourtant, elle n'a ni chat, ni chatte. Elle ne cuisinera plus les carottes avec la même insouciance. Elle n'achètera plus de manteau court. Et je vais mettre du temps à me réchauffer. Oui. Au moment des faits, j'étais une jeune étudiante, avec ce qui implique le côté insouciant, que rien ne peut m'arriver ou que ça n'arrive qu'aux autres. Une certaine naïveté, en fait. C'était une belle après-midi de mai. Il faisait doux. Les premiers rayons du soleil commençaient à pointer le bout de leur nez. Le temps des robes légères était de retour. C'est justement ce que je portais. Quelque chose de fleuri, léger mais sobre, sans aucun signe de provocation, sans aucun signe d'appel à une sexualité débordante. Je devais aller me chercher un sandwich pour dîner. Arrivé à la caisse, je me suis rendu compte que j'avais plus de liquide sur moi. Alors pas de panique, je connais la vendeuse. Dis, tu peux me tenir le sandwich, j'ai plus de liquide. Ah bah oui, t'inquiète pas. Je vais au Mr Cash le plus proche, hein, je serai là dans 5 minutes. D'accord, ça va, je t'attends. Merci. Je presse le pas et je commence à avoir chaud. Alors j'ôte mon petit gilet. J'arrive à la banque et là, ah bah la file est longue, très longue. J'ai l'impression que tout le monde a oublié comme moi son argent liquide pour dîner. Je peste sur moi-même et sur la terre entière d'avoir aussi peu de cervelle que moi. Je vais être à la bourre, je n'arriverai jamais à manger et à être à l'heure au cours. Et je déteste ça. L'autre Mr Cash est trop loin, je perdrai autant de temps, donc je me place, dernière de la file. Ça avance, doucement, très doucement. C'est mon tour. J'insère la carte et puis je sens quelqu'un se coller tout contre moi. Je regarde par réflexe au-dessus de mon épaule. C'est un grand black. Il commence à me hurler dessus. Je vais pas te piquer ton fric de sale blanche. Vous voulez bien vous calmer, monsieur, et ne pas me hurler dessus? Je vais te défoncer la tronche, fais gaffe à toi. J'étais paniquée. Je n'ai plus rien osé dire. J'ai pris mon argent, ma carte, et je suis partie. Là, il a commencé à me suivre pendant un bon moment, en m'insultant de... Pute, salope, sale blonde. C'était en plein jour, devant les passants au regard fouillant. J'ai eu peur. Je me suis sentie en danger par son attitude, par ses propos, mais surtout parce que personne n'a réagi.
entre minuit ou alors 1 heure à peine. Ça devait être un vendredi soir parce que visiblement j'étais d'humeur à la fête. Ça danse, ça crie, ça boit et ça fume tout autour de moi. Les mecs s'approchent, séduisent, tandis que les filles se contentent d'être belles et de charmer. Je discute avec une amie et graduellement l'envie de manger me monte. Et comme je ne suis pas peureuse, je décide d'y aller seule. C'est vrai. Après tout, la friterie n'est pas si loin du marché aux herbes. Me voilà donc en route et en rue, cigarette à la main et le manteau sur le dos, je marche avec nonchalance à travers les chaussées. Mais quelque chose cloche. Cette fois-ci, ça cloche. Pourtant, il fait encore beau et le mois d'octobre s'entame à peine. Non. Quelque chose est de trop dans mon chemin. Je ne me souviens plus avec exactitude, mais je pense qu'il m'a fallu au moins 2 ou 3 minutes avant de réaliser que j'étais suivie. Et derrière moi, un mec de ma taille, en doudoune et la capuche relevée sur la tête. Il n'était pas spécialement atypique, blond, blanc, banal. Soit, comme je déteste être suivie, je m'arrête pour le laisser passer. Pas de réaction. Vous voulez quelque chose? Ton numéro, peut-être? Encore un gros lourd. Ah, pas grave. Je me remets en chemin. Tu sais que t'es plutôt jolie. On a la belle affaire. J'aime beaucoup les filles dans ton genre. C'est tout un tout. Il y a un fait de colère qui me monte aux joues. Mais comme je ne suis pas d'humeur à riposter, alors je marche. Je poursuis mon chemin un peu plus vite. Et puis encore et encore. Et sans m'en rendre compte, je m'étais totalement trompée de chemin. Et comme la nuit est tombée, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Bah, t'es toute seule. Tu veux un peu de compagnie? Merde. Tu sais, il paraît qu'elles sont toujours plus chaudes, les filles comme toi. C'en est trop. Quoi, les filles comme moi? Ça veut dire quoi, les filles comme moi? Ben, les filles exotiques. Et voilà exactement ce que je ne voulais pas entendre. Exotique. Moi, j'en ai assez de ce mot utilisé pour illustrer une soi-disant libido extrême chez les femmes noires. Une expression censée traduire une potentielle ouverture à tous les fantasmes sexuels de mecs en manque de vacances. Un mot que j'entends depuis que je suis toute petite, partout. J'ai envie de hurler de rage et de lui sauter au cou. Par chance, un de mes amis surgit comme ça, comme de nulle part, et cela me permet de m'extirper de cette situation. Alors, je l'ai planté là, comme un con, et je suis partie avec mon exotisme et mon majeur levé. Septembre 2015. J'ai le plus beau métier du monde. Intéressant, épanouissant et où je me sens utile. Des collègues géniaux, une hiérarchie bienveillante. Tout serait parfait si ce n'était pas à Bruxelles. La route me pèse. La SNCB et ses aléas m'usent. Je ne passe pas assez de temps avec ma fille. Alors j'ai demandé ma mutation. Même service, même job, mais à côté de chez moi. Après 3 ans d'attente, je viens enfin de l'obtenir. Aujourd'hui, j'ai donc tout pour être heureuse. Je suis confiante. Je sais ce que je vaux, je suis compétente et je m'adapte si facilement que mes supérieurs de Bruxelles déplorent mon départ. J'arrive donc pleine d'enthousiasme dans mon nouveau service. Je rencontre mes nouveaux collègues. Bonjour. Bonjour. Mes nouveaux supérieurs. Bonjour. Non ? Tant pis. Je m'installe dans mon nouveau bureau et je prends rapidement mes nouvelles fonctions. Très vite, je me rends compte du malaise de la plupart de mes collègues. Entre les pleurs et les énervements, les burn-out s'enchaînent. Pourtant, il y a moins de taf ici qu'à Bruxelles. Je m'ennuie, je demande davantage de travail. Je demande à ne pas être traitée comme une nouvelle, puisque je maîtrise parfaitement la matière. Quand je rends mon premier rapport, ma supérieure me convoque. Dis, ça ne va pas ton rapport, il est trop long et puis ta proposition est débile. Je ne comprends pas. Vous pourriez m'expliquer ? Non, tu vas voir ta sous-chef pour le retravailler. Quelle claque. Je suis perplexe, mais toujours prête à me remettre en question. Je vais donc voir ma sous-chef. On m'a envoyé vers vous pour voir comment retravailler mon rapport. Je ne sais pas. Ton rapport est parfait.
Je comprends pas, alors qu'est-ce que je dois faire? Représente-le un autre jour, il sera peut-être mieux accueilli. Ici, tout dépend des humeurs changeantes de ta direction. Bon courage. Je ne vois pas comment je vais pouvoir composer avec ça. Les jours passent. L'automne s'installe, tout comme mon malaise. Je suis de plus en plus déstabilisée par les humeurs des uns et des autres, par l'organisation schizophrénique qui règne au sein du service et l'obsession de contrôle du directeur. Ce dernier est entré dans mon bureau, en mon absence, et a fermé à clé l'armoire contenant mes dossiers. Il est parti et a pris la clé, me coinçant dans mon travail. J'ai du mal à y croire, je ne vois pas quel est l'intérêt pour lui de se balader dans le bâtiment tel passe-partout avec son trousseau de clés. J'ai voulu tester les clés, je n'ai pas fait exprès de la laisser fermer. Explication vaseuse. C'est un maniaque du contrôle. Il a voulu me tester, voir combien de temps je resterais sans travailler. Mais c'est raté. J'ai fait défoncer la porte par l'ouvrier. Il est furieux. Espèce de taré. En hiver, mon 4/5e parental touche à sa fin. Et j'ai envie de poursuivre en 4/5e via l'interruption partielle de carrière. J'ai introduit ma demande et le directeur me convoque. Je ne veux pas que tu prennes le mercredi. Tu n'as pas d'autre solution pour la petite? Je ne vous répondrai pas, ma vie privée ne vous regarde pas. Tu dois être disponible les autres jours en soirée pour recevoir les enfants que tu dois voir dans le cadre de ton travail. Je ne sais de toute façon pas tous les voir le mercredi. Je ne les vois que ponctuellement et je privilégie les congés scolaires. Tu dois donc te rendre disponible les autres jours en soirée, en échange, et tu signes un document pour t'y engager. Je refuse. Je demande un 4/5e pour lequel je serai moins payée et ce que vous me proposez, c'est un temps plein déguisé. Il me convoque encore et encore. Je suis vue 7 fois en tout. Et je refuse tout en bloc à chaque fois. Vous savez quoi ? Indiquez votre avis sur ma demande et envoyez-la au siège qui tranchera. De toute façon, je suis syndiquée. Il abandonne enfin, plus furieux que jamais. À la fin de l'hiver, le siège tranche en ma faveur. J'obtiens mon 4/5e le mercredi. Je suis sur les rotules. Mes collègues me félicitent d'avoir tenu bon. Mais aucun ne s'est battu avec moi, se pliant tous à sa volonté. Je partage maintenant le malaise de mes collègues, mais je refuse le défaitisme. Je discute avec eux et je propose de parler ouvertement avec la hiérarchie afin de trouver des solutions constructives. Cette réunion qui se voulait constructive est un échec. Personne n'ose prendre la parole à part les chefs qui se plaignent. C'est le monde à l'envers. Je finis par prendre la parole, faisant part des dysfonctionnements que j'ai constatés depuis mon arrivée, de mon incompréhension de leur système. Le directeur me prend alors de haut, m'infantilise, me prend littéralement pour une conne devant tout le monde. Aucun de mes collègues ne me soutient. Je lutte pour faire entendre mon opinion, mais il est en position de force. J'abandonne. Le lendemain, le directeur m'appelle et me demande de remplir une fiche basique. Un enfant de 12 ans pourrait le faire. Et pour remplir le formulaire, ça ira, ça, tu comprends? Je suis pas débile à ce point. Je raccroche en rage contre lui et contre moi-même. C'était la goutte de trop. Je rentre chez moi ce soir-là et les vannes s'ouvrent. Je pleure longtemps sans pouvoir m'arrêter. Je suis pas allée bosser le lendemain. Et je n'y suis plus retournée. Je viens juste de m'asseoir sur le siège pliant. J'ai tout installé. Toute une vie de branle d'hiver qui vont trouver une nouvelle vie chez les promeneurs du dimanche, ou pas. Je souris à ce que je devrais remiser jusqu'à l'an prochain. Tous les voisins sont ici, là, sur le pont. Il y a plein de vendeurs venus d'ailleurs aussi, et il a fallu se battre pour faire valoir sa préséance sur l'emplacement devant chez soi. Une brocante fréquentée, c'est la guerre. À ma droite, le nouveau voisin me fait signe. Bonjour. Il vient d'emménager et il a déjà tout un fatras dont il veut se débarrasser. Il aurait dû tout balancer au parc à conteneurs plutôt que de traîner ça dans son nouveau chez lui. Il vient juste jeter un coup d'œil curieux, sans doute plus de ses nouveaux voisins que réellement des objets exposés. Nous devisons joyeusement de ce qui se vend ou non, et notamment du faible succès commercial des vêtements de seconde main. Et il me dit,
Je vends aussi des fouffes de ma copine. En désignant nonchalamment, important, affichant un gilet dézingué. C'est pas gagné. Il s'écoule 4 bonnes semaines avant que je ne le revoie. J'aurais préféré pas d'ailleurs. Je sortais à pas de loup, ma poubelle dans les lueurs timides de l'aube, en survêt et sans mascara. Et lui n'a pas trouvé le moment inopportun pour me raconter toute sa vie. Et la moitié de mes collègues passant par là, le matin, ont dû me voir dans mon habit de lumière. Oui. J'ai tout essayé pour me déliner, mais il m'a semblé rien comprendre à mes pourtant nombreux signaux d'agacement. Pas méchant, non, mais pas fut-fut niveau intelligence émotionnelle. Voilà. Le soir où je sors et traîne la vieille carpette pour l'emmener au parc à conteneurs, il surgit comme ça, comme de nulle part, il m'aide et il se marre. C'est lourd, on pourrait transporter un cadavre là-dedans. Drôle d'association d'idées. Hein. On pourrait se boire un café entre un de ces 4. C'est toujours utile de connaître ses voisins. C'est pas faux. Je m'entends très bien avec le couple d'en face qui fait mes radars quand je pars en vacances et avec qui j'échange régulièrement quelques mots sympathiques sur la météo ou la vitesse indue des chauffards dans la rue. Ok, pourquoi pas. Mais rien de plus, hein. Bon. Le lendemain, j'ai une carte ornée de chats dans ma boîte aux lettres. C'est lourd. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, à faire comprendre aux gens que c'est pas parce que j'ai des chats que j'aime les broles à chat. Mug chat, cover GSM chat, carnet de notes chat, pendentif chat, bibelot chat, poster chat, porte-savon chat, kill me please. Ouh. On peut aimer les chats et avoir un minimum de goût, non? Je retourne la carte à chat et derrière je trouve l'invitation formalisée et son numéro de GSM. Pour tenter un message subliminal à propos des objets kitsch et de la capacité d'une femme à avoir un humour un peu trash, je fis la photo d'une petite carpette de la maison, roulée avec des bottes qui dépassent. Vous voyez? En espérant qu'il pige la référence au cadavre du tapis et en même temps qu'il imprime l'inutilité des mignonneries avec moi. J'imprime, je réponds « OK » et je note à mon tour mon numéro de GSM. Que n'ai-je pas fait? Il veut me voir dès le lendemain. Ben non! Moi j'ai théâtre, danse, resto, ciné, poney, avec les copines et les copains, et je ne suis pas libre avant 15 jours. Il ironise sur mon agenda de ministre, mais ça sonne aigri. Il insiste, je le renvoie au calendrier grec. Il me gonfle. On dirait un mec de Tinder. On n'a pourtant pas rendez-vous. Là, la porte étant ouverte, il y laisse un pied comme un marchand d'aspirateur. Et dès que je rentre à la maison, les SMS pleuvent. Je ne réponds pas tout de suite. Et comme mon message sur Tinder, il insiste, c'est très lourd. Le seul son du message arrivé suffit à me foutre en rogne. Mais là encore, il ne capte pas les signaux et comme les SMS ne fonctionnent pas, il téléphone 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois d'affilée. Je ne me sens plus chez moi. Ça sonne dès que je rentre. Mais il guetterait mon arrivée, celui-là! J'ai eu tort d'en douter, un énième SMS me le confirme. Je vois encore de la lumière chez toi, je me permets donc. Sauf que depuis chez lui, il ne peut techniquement rien voir. Il doit, pour ce faire, obligatoirement sortir et venir voir devant ou par-dessus le jardin. Je frissonne à l'idée qu'il puisse m'observer dans l'intimité de ma cuisine et je remonte machinalement mon plaid sur moi. Et pour la première fois de ma vie, depuis 5 ans que j'habite ici, je vais fermer les stores vénitiens à l'arrière de la maison. Je réponds plus. Alors je vais me vider la tête, rien de tel qu'un concert entre amis pour tout oublier. Je chante, je danse et je sors. Voilà, je dors chez un pote sur Bruxelles, histoire de ne pas être victime de fatigue sur le chemin du retour. Je rentre à l'aube pour me changer, il est 7h et quand je ressors toute rafraîchie, 1 heure plus tard, un papier trône sur mon pare-brise. Tu ne me réponds plus, je ne comprends pas. J'ai pourtant rien fait de mal. S'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi. Et j'attends toujours une date pour boire ce café. Et je ne lis même pas la suite. Il a vu que j'ai découché. Si ça se trouve, c'est andouille. Il a même veillé toute la nuit pour ne pas louper mon arrivée.
Il m'a vu rentrer, il ne s'est même pas remis en question sur le fait que j'avais pu découcher pour passer la nuit avec un amoureux et m'impose une fois de plus sa présence, le pied dans ma porte avec son aspirateur qui ne suffira plus à contenir la rage que m'inspire son ingérence. J'attrape le bout de papier et y répands d'une main tremblante tout mon fiel. À propos du caractère si impérieux d'aller boire un putain de café pour faire un putain de connaissance avec un putain de voisin, que ça m'a coupé toute envie de savoir même son prénom, et qu'il n'y aurait ni café, ni même plus un bonjour au croisement. Là, ni plus aucun contact. J'impose à mon tour un sevrage. Et il m'inondera de SMS me traitant de folle, avant de déménager. 15 jours plus tard, pouf, disparu. Soulagée, je n'effectue aucune recherche, mais comme me l'ont dit mes amis et mes collègues, pour se sauver ainsi, le type doit sûrement déjà avoir harcelé d'autres femmes, et sans doute s'être déjà vu interdit d'en approcher l'une ou l'autre à la suite d'une plainte. J'ai recommencé à respirer et à me sentir bien chez moi que quelques 15 jours ou 3 semaines après son départ. Mais jamais plus je n'ai réussi à me mettre à l'aise à la maison sans baisser les stores vénitiens à l'arrière. Tu as quelque chose à dire, Joseph? Si, je vais te le dire. Ouais, Ça remonte un peu quand même. Ouais, raconte. Je devais avoir entre 12 et 13 ans. Et j'entrais à l'école Saint-Luc à Mons. J'étais fier de rentrer à l'école des grands. Mais en réalité, c'était pas l'endroit où je voulais être. Ma bande d'amis était dans un autre établissement. J'arrivais dans un endroit inconnu. Je ne connaissais personne. Tout était à refaire. Je me sentais seul. J'étais timide et mes amis me manquaient trop. Dans cette école, il y avait une bande de petites terreurs, comme dans toutes les écoles. Et ils avaient très vite décidé de jeter leur dévolu sur moi. Ils me bousculaient, me chambraient, me volaient mon sac qui était, c'est vrai, plus grand que moi. J'en suis arrivé à en vouloir à mes parents. Je ne comprenais pas pourquoi ces garçons avaient un tel comportement. Peut-être que j'étais l'un des plus petits et qu'ils avaient besoin de tout ça pour se prouver qu'ils étaient grands et forts, de se venger d'avoir vécu ça quand eux étaient les plus petits. Je ne sais pas. Ce harcèlement ne pouvait pas durer. Ça devenait un enfer pour moi. Mais comment m'en sortir? J'essayais tous les jours de les éviter, en me faufilant dans la masse d'élèves, en changeant de bus, en arrivant juste avant le retentissement de la sonnerie. Mais rien n'y faisait. Ils arrivaient toujours à me retrouver. Un jour, je n'ai plus eu le choix. J'ai dû montrer que je ne me laissais pas faire, montrer que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et pour ça, j'ai dû me battre avec l'un d'entre eux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il faisait beau, il y avait beaucoup de monde, et j'attendais à l'arrêt de bus. Me battre? Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ce n'est pas moi qui ai porté le premier coup. Quand j'ai pu riposter, je l'ai touché au plexus, et il s'est écroulé. Il avait du mal à respirer. J'étais stressé de le voir par terre, mais j'étais heureux de m'en être sorti sans une égratignure. Je suis monté dans le bus sans me retourner. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus eu aucun problème. Malgré tout, l'année suivante, j'ai décidé de changer d'école et d'y retrouver mes potes. J'avais retrouvé le sourire et je pouvais avancer sans crainte, car je savais que je n'étais plus seul. Tu sais, Joseph, parler de harcèlement n'a jamais été vraiment difficile pour moi, mais parler de la première fois où moi j'ai été harcelée tout autre. Et si je devais resituer mes premières angoisses liées au regard et à l'attitude des autres envers moi, j'irais fouiller dans ma petite enfance. Les souvenirs sont vastes, flous, lointains, mais excessivement douloureux. J'ai vécu le harcèlement pendant presque 8 ans. Et ce drôle de jeu a commencé vers mes 4 ans, à mon arrivée en Belgique, à mes premiers pas dans la vie occidentale. Et la première fois où j'ai senti l'horreur dans les yeux de ma mère, je ne savais pas trop quoi en penser ni d'où venait le problème. Et c'est à cet âge que l'on est le plus naïf. Et se faire couper les cheveux par ses petits camarades de classe n'est pas forcément mauvais. Alors, dans un souci de justesse et de précision, je vais simplement parler d'un de mes souvenirs les plus marquants de ma scolarité. J'ai donc 9 ans
et je dois retourner sur les bancs de mon école primaire. Je me souviens que ce jour-là, il faisait gris, pluvieux, à l'image de mon enfance désordonnée. J'étais, comme tous les matins, devant la grille de l'école, accompagnée de mon cartable et d'une petite boule au ventre. À la différence des autres jours, j'avais une petite joue au cœur. J'avais une nouvelle coiffure composée de jolies tresses, longues tresses. Il est 8 heures, j'avance. J'ai un peu peur, mais un peu moins que d'habitude. Et mon cerveau, avec le temps, a délibérément oublié tout ce qui a pu se passer entre mon entrée dans l'enceinte du bâtiment et l'instant où 5, 6, 7, 8 et puis bien plus de personnes s'offraient le plaisir de me gifler, m'insulter, me pointer du doigt et surtout saccager ma nouvelle coiffure. Un nouveau trou noir. Et je me vois courir en larmes et en sueur hors de l'école pour aller me réfugier dans les bras de ma maman. Incapable d'articuler ce qui m'était arrivé, de peur, de honte, je sais pas, je suis juste rentrée chez moi, c'est tout. Et puis le lendemain, j'y suis retournée. Et puis le jour d'après, et encore après, et encore après. Tous les jours, je traverse le quartier de la gare, seule ou avec mes enfants. Je suis pulpeuse. J'aime ce que je suis. Et je l'assume entièrement. J'aime mon corps. J'aime être sexy. Sexy, pas dans le sens péjoratif, non. C'est-à-dire que j'aime me sentir femme. J'ose mettre mes rondeurs en valeur dans un monde où la maigreur fait fureur. Alors je dis j'aimais, à force de commentaires malsains, Pernicieux. Putride. Pervers, désobligeants, humiliants, abaissants, avilissants, dégradants, stigmatisants, dénigrants. Dénigré, synonyme, accusé, attaqué, bavé, bêché, calomnié, clabaudé, critiqué, daubé, débiné, déblatéré, décausé, déchiqueté, déchiré, déconsidéré, déprécié, déshonoré, détracté, diminué, discrédité, égorgé, empoisonné, éreinté, esquinté, glosé, médire, minimiser, noircir, porter atteinte à la réputation de, rabaisser, ravaler, salir. Et ça, c'est violent. Il y a aussi les regards dégoulinant, Déstabilisant. Pénétrant. salissants, me violant souvent, toujours. Des sifflements, des grognements, des borborigmes, des respirations, des soufflements. Et puis il y a aussi ceux qui te surprennent par derrière, te parlent au creux de l'oreille, qu'ils aiment tes seins, tes gros seins, qu'ils doivent faire une bonne grosse branlette espagnole, que tu es bonne. Et je les sens, tout près de moi, leur odeur. Ça me monte à la gorge, j'ai envie de vomir. Ça me dégoûte. Être sexy n'est plus un plaisir pour moi, mais une torture. Je me sens comme un bout de viande devant une meute de chiens affamés. Ils me rangeraient jusqu'à l'os s'ils le pouvaient. Je suis une proie, je suis un vagin, je suis un trou. J'ai essayé de répondre pour me défendre, pour montrer que j'existe. J'ai eu droit à des insultes. Pourquoi tu t'énerves? De toute façon, tes lèvres est grosse. Kirbasse, salope. Connasse. Alors j'ai essayé de les ignorer. Et là c'était... Quoi, tu fais ta princesse? Pétasse, tu te la pètes et salope. Et tous ces mots, toutes ces injures, tout ça dit devant mes enfants. Maintenant, je porte un foulard ou une écharpe. Ça dépend du temps. Pour cacher ma poitrine. Je marche les yeux rivés au sol, mal à l'aise, les écouteurs vissés dans les oreilles, pour ne pas entendre, pour ne pas comprendre leurs mots. Tout faire pour éviter qu'ils me parlent. J'ai l'impression que mes seins, mes gros seins et mon derrière sont une invitation. Ça me dégoûte. Je me sens sale. Alors je presse le pas. Comme si c'était moi la coupable d'avoir le corps que j'ai.
Le harcèlement scolaire, je le connais par cœur. Je pourrais écrire une thèse dessus. Ça a commencé en primaire, quand les élèves de ma classe m'isolaient délibérément. Faut pas qu'on sache que j'ai joué avec toi, hein. Sinon, Ornella, elle voudra plus que je joue avec elle. Y a pas mort d'homme, hein. Je me souviens qu'en 5e primaire, j'avais 10 ans. J'allais à l'école avec le mal de ventre quotidien. Mon année scolaire n'avait pas été très brillante. Et la directrice a convoqué ma mère pour parler de mon dernier bulletin. Nous voilà donc toutes les trois devant le bureau de la direction. Et je pleure parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et que j'allais être punie. Mais discrètement, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on me remarque. Quand soudain, une élève de ma classe est sortie pour se rendre aux toilettes. Elle passe devant nous et me voyant pleurer, elle fait demi-tour et c'est le défilé. Un peu plus tard, ce jour-là, je suis toujours à l'école, quand une autre élève de ma classe vient me voir et me demande le sourire aux lèvres. Alors Maïté, t'as raté ton bulletin? Tu vas doubler? Non. Oh, c'est dommage. Enfin bref. Y a pas mort d'homme. Et la vie s'est écoulée de cette manière toute mon adolescence. Malgré les changements d'école, le schéma se reproduisait systématiquement. Avec le redoublement inévitable de 2 classes, me voilà donc en réto à 19 ans. C'était ma 2e année dans cette école et je m'y sentais bien. Quand est arrivé le fameux voyage réto attendu de tous les élèves du secondaire, voyage non supervisé par les enseignants cette année-là, un groupe est parti en Turquie, nous sommes partis à Majorque et moi, je suis partie en enfer. Le jour de notre arrivée, je suis avec mes copines. On fait connaissance avec le beau géo de l'hôtel. Alors les filles, vous êtes en dernière année. Qu'est-ce que vous voulez faire l'an prochain? Moi, je rentre dans une école pour être secrétaire. Moi, éducatrice. Moi, je vais être réalisatrice de cinéma. Et voilà. C'est à cet instant précis que l'enfer a commencé. Apparemment, ma réponse ne leur a pas plu. Des critiques par-ci par-là sur mon physique, sur mes vêtements. Petit à petit, mes copines ont remonté tout notre groupe du voyage contre moi. Ainsi que les enfants des autres vacanciers qu'elles envoyaient se moquer de moi. Un jour, la fille qui partageait ma chambre me dit... Bon, je reprends mes valises, hein, moi, je vais partager la chambre des autres. Me voilà seule, vulnérable. Et le soir même, il y a eu ça. Il est entré dans ma chambre en caleçon. Maïté, laisse-moi dormir ici, ils m'ont mis dehors. J'y crevais, ils ne veulent pas me laisser rentrer. Lui, c'était un autre garçon des rétos. Et moi, cruche, naïve, je le laisse entrer. Le voilà donc dans ma chambre. Il me saute dessus, m'embrasse de force. J'essaye de le repousser, mais il est grand, plus grand que moi, et plus fort aussi. Et puis... Merci l'alcool. Il est tellement saoul qu'il s'écroule endormi sur moi. Je le repousse et sors de ma chambre. Vite, qu'est-ce qui vient de... Me voilà sur le perron, en panique totale. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me recroqueville sur le sol, la tête dans mes genoux, et j'entends au loin... C'était d'un coup monté. J'ai du mal à respirer, j'ai un poids sur la poitrine, la tête me tourne. Ils ne me voient pas, mais ils savent que je suis dehors. Et ils sont hilars et partent en courant. Parce que bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. À notre retour, j'ai cru qu'ils me laisseraient tranquille. Tu parles du petit groupe des rétos, du petit groupe du voyage, ça s'était répandu à toutes les rétos. Une centaine d'élèves. Alors Maïté, ça a été Majorque. Paraît que tu t'es prise pour un moulin. Bah ouais, avec toi, on entre et on sort comme on veut. T'es qu'une pute, salope. Salope. Vu ta tronche, il y a comme ça que tu peux te faire un mec, de toute façon.
Salope. Salope. T'es bonne qu'à te faire baiser dans les Ouais, chiottes. t'as raison. Salope. Ils s'en sont vantés auprès des profs. C'était bien votre voyage, Loretto? Ah ouais, madame. Vous voyez qui c'est, Maïté? Non? Non, ben c'est pas grave. Elle est là, toute seule, dans sa chambre. Moi, j'arrive, préservatif, là, comme ça, dans le caleçon. Et hop, voilà, c'est fait. Ils ont piraté mon blog, j'ai reçu des appels anonymes. M'ont insulté devant les profs et la direction qui, à part faire des réunions inutiles, n'a absolument pas réagi. Ne me sentant plus capable de me battre contre eux, la spasmophilie a pris le dessus sur moi. Je m'écroule dans le couloir, ma respiration est laborieuse. Mes yeux se ferment lentement et je glisse doucement vers l'inconscience. De toute façon, ça sera toujours mieux qu'ici. Et eux, ils m'ont laissé là, par terre, m'enjambant même, comme si je n'étais rien. C'est une prof qui m'a ramassée et m'a laissée seule dans son local. Parce qu'après tout, il n'y a pas mort d'homme. Alors non. Non, c'est vrai, il n'y a pas mort d'homme. Mais on vit plus après ça. On survit. On a peur de tout le monde. On n'a plus confiance en rien, on n'a plus confiance en soi et on n'a plus confiance en personne. Alors non, il n'y a pas mort d'homme. Mais il y a mort d'âme. Je ne sais pas si vous avez quelques petites questions à nous poser. Voilà, donc, les textes ont été menés en atelier d'écriture. Voilà, donc c'est les participants aux ateliers, les personnes qui ont témoigné, qui ont écrit elles-mêmes leurs textes. Voilà. C'est la triste réalité, malheureusement. Ah oui, oui, oui. Une fille ne peut pas faire un pas dehors avec 2-3 copines sans être harcelée. Viens ici, venez ici les filles. La dernière fois, elle s'est trouvée ici à Mons, il y avait 10 gars, elles étaient à 3. Autant vous dire que ce sont vite. En rentrant, elle m'a dit je vais faire des prises de. Je vais apprendre à me défendre, je vais apprendre à. Oui, oui, oui. Il y a plein de la sécurité comme ça, oui. Oui, énormément. Mais le harcèlement, c'est vraiment partout. Hein. Et voilà, on voulait aussi toucher, que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'école, au travail, que des hommes se font harceler aussi. On a travaillé aussi avec des témoignages d'hommes. Et donc voilà, il y a ici c'est vrai qu'on n'a pas parlé des réseaux sociaux parce qu'il y a énormément d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et ça c'est quelques textes parce qu'on en avait fait un spectacle. Ici, c'est une lecture. Voilà, donc, oui, on comprend mieux le suicide de certains jeunes par rapport à ce harcèlement, autant sur les réseaux sociaux qu'à l'école. Oui, à l'école, parce que c'est prendre une personne et retourner tout le monde contre lui, ça fait. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, il y a mort d'âme, c'est quand même une phrase. Mais il y a parfois mort d'homme aussi, hein, oui. Et de femmes, parce que les suicides des jeunes sont quand même importants. À cause du harcèlement. Oui, il y en a de plus en plus maintenant. Oui. Et ça a une caisse de résonance en plus quand on est adolescent et qu'on se crée une personnalité, d'être attaqué de toutes parts comme ça, on ne sait plus quoi faire. Et on ne voit plus. Oui, puis il y a aussi le souci que les personnes qui attaquent n'ont pas nécessairement conscience de ce qu'elles font, c'est un effet de groupe. Et c'est seulement après, avec le recul, en mûrissant, que les personnes qui ont été harceleurs en primaire ou en secondaire se rendent compte, parce qu'en général il y a aussi l'appartenance à un groupe, vouloir bien se voir, il y en a qui ont dit populaire, et donc voilà, c'est un âge un peu particulier, et maintenant avec les réseaux sociaux, ce qui se passe c'est qu'avant on se disputait, on peut laisser son oignon rentrer chez soi, maintenant ça continue, ils utilisent ça comme une arme sans s'en rendre compte, et c'est vrai que ça peut aller très très loin. Quoi. Il y a une dame. Oui, j'ai une question. Je me demandais pourquoi le choix du texte avait été porté sur les histoires qui sont plutôt tragiques et autour du
orienter éventuellement vers une résolution. Enfin, il n'y a pas toujours des résolutions, mais plutôt des outils sur comment on pourrait réagir ou comment sensibiliser en tant que témoin ou responsable d'une école, comment on peut réagir ou intervenir par rapport à des situations comme ça. Oui, ben ça on était plus axé là-dessus sur le spectacle. Ben c'est vrai que suivant le harcèlement, ici il y a un plus grand nombre et c'est vrai qu'on ne sait pas, c'est pas la même cellule pour le harcèlement sexuel que pour le harcèlement en ligne, que pour le harcèlement à l'école. C'est quand même toutes des choses bien spécifiques. Donc voilà, c'est vrai qu'ici on n'a pas les numéros, mais c'est chaque fois quelque chose de différent. Il n'y a pas quelque chose qui s'occupe de prendre tous les harcèlements en même temps. D'ailleurs, quand on va sur la page, je crois, Fédération Wallonie-Bruxelles, pour déposer une plainte, je sais bien qu'à l'école, il faut aller voir logiquement les professeurs, mais à un certain moment, il y a quelques années, il n'y avait pas de suivi. Donc, mais maintenant, il y a des ateliers de sensibilisation, harcèlement aussi, hein, à l'école. Vous avez une cellule, vous, à l'école? Il y a une cellule, mais en tant qu'enseignant, on est mal formé face à la situation. Voilà. Moi, je voulais vous remercier justement d'avoir fait souligner ce fait-là qu'on a beau le dire aux profs, parfois justement il y a des réunions, mais en tant que victime justement on assiste aussi aux réunions, tout le monde sait qu'on parle de nous et c'est encore pire après, donc c'est juste rajouter du sel sur les plaies, donc c'est pas tout à fait... Ce n'est pas constructif, que l'inverse, ça devient destructif parce que les autres se sentent un peu plus puissants. Exactement. Et il n'y a pas d'aide pour vous et donc vous vous retrouvez de nouveau seul. Mais en plus, c'est aussi le fait que justement, il n'y a pas de mort d'homme et il y a une espèce de prise de légèreté. Aux victimes, c'est pas grave, en fait, c'est juste t'es trop sensible, c'est juste, enfin voilà, c'est pas grand chose, elle veut juste pas jouer avec toi, t'as d'autres copains, c'est tout petit, mais tout accumulé pour l'émotion des personnes comme des jeunes, parce que ça recommence même si on change d'école, une fois qu'on est rentré dedans, on a cette espèce de process de victime. C'est inconscient, mais voilà, on essaye de se protéger, les autres le sentent. Et en fait, c'est ça aussi qui pousse au suicide. C'est le fait que les gens autour disent c'est pas grave, c'est tout petit. Mais c'est justement, c'est les petites choses, c'est le supplice de la goutte d'eau en fait. C'est ça. Vraiment, merci de l'avoir souligné. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir les différents panels aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du harcèlement scolaire, mais il y a aussi le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel et tout ça. Et c'est vrai que, moi personnellement, j'avais fait un mémoire sur le harcèlement scolaire avec des spectacles dans les écoles qui permettaient de délier les langues et tout ça. Et donc j'ai fait un mémoire là-dessus, puis après je me suis retrouvée dans un cas où j'étais harcelée au travail. Et je me suis dit, mais mince, en tant que personne qui a travaillé sur le sujet, je sais moi-même pas comment me défendre et vers qui me retourner, parce que on est tout seul dans la situation, en fait, finalement c'est très compliqué de s'extirper tout seul si on se remet pas compte qu'on est victime ou si on pense que c'est notre faute, en fait. Et donc je pense que je vous remercie aussi pour le spectacle aujourd'hui, parce que c'était intéressant aussi quand même de voir ces différents panels-là et de voir dans quel contexte, différents contextes on peut avoir des situations comme ça. Merci. Moi, ce qui m'a intéressée aussi, c'est que quand on dévalorise la femme et qu'on la traite de salope, qu'on essaye de la salir par tous les mots possibles, c'est ce qu'on rencontre justement chez les victimes dont nous nous occupons, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans la famille, au sein de la famille, et là c'est la famille qui est harceleuse et qui va noircir la fille parce qu'elle veut se maquiller, parce qu'elle veut s'habiller à l'occidental, parce qu'elle veut faire des études, parce qu'elle veut travailler, parce qu'elle veut choisir son compagnon. Et bien tout ça, ça se traduit par des salopes, des putains, ces expressions qu'elles nous disent tout le temps. Elles nous disent tout le temps qu'elles sont traitées de cette façon-là. Si elles ne sont pas soumises, elles sont injuriées de la manière dont vous avez décrit les choses. Oui, et de par le père et de par le frère, et voilà, par les autres membres de la famille. Par les hommes de la famille, oui, et même par les femmes qui doivent leur apprendre à rester dans les traditions et donc ne pas se faire remarquer.
Et donc, où on est soumis, où on est alors une pute et une salope. Oui. Il n'y a pas, il y a pas de juste milieu. Ouais. Voilà. C'est la mère ou la putain. Voilà. Tout à fait. Et moi, je vis ça dans les femmes qui sont séparées, dont je m'occupe par rapport à un divorce et qui sont harcelées après la séparation par leur mari, par leur ex-conjoint. Ça aussi, c'est extrêmement difficile et c'est surtout extrêmement difficile d'avoir une poursuite au niveau du parquet. Parce qu'on a toujours l'impression qu'une fois qu'elles sont séparées, les choses vont se tasser. Mais on a des situations où les harcèlements sont tellement importants que c'est invivable pour la femme qui est. Il y a du harcèlement et des féminicides aussi, hein, beaucoup. Hein, et certaines. Pour en aboutir au féminicide. Voilà, ça peut arriver jusque-là, après le harcèlement dans ces cas-là. Où l'ex-compagnon vient tuer. Enfin, oui, alors, c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance aussi, mais pour le moment, enfin, on voit que les lois sont en train de changer, que la police aussi a certaines cellules d'écoute. Ça commence tout doucement, parce qu'aujourd'hui, on a encore travaillé dans le cadre de Ruban Blanc avec une des policières de terrain qui essaie vraiment de faire bouger les choses, où elle forme des jeunes policiers à être à l'écoute justement aux différentes plaintes de violence, parce que le harcèlement moral, c'est une forme de violence très très grave, parce que c'est insidieux, ça peut détruire vraiment une personne, ça ne laisse pas de marque physique, et donc on arrive maintenant, grâce et à cause d'Internet, de se rendre compte de l'impact que le harcèlement a. Mais merci à vous.